Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Gilles Briel, deuxième vice-président de la province Sud, membre de la délégation loyaliste pour les discussions sur l'avenir institutionnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans les studios d'RRB pour revenir sur ces discussions et sur les prises de position et déclarations qui se sont multipliées ces derniers jours. On va parler de Deva et des prises de position de Manuel Valls. Mais l'actualité calédonienne devrait se déplacer à Paris dans quelques jours après le message de l'Élysée publié le 29 mai et qui annonce que le président de la République invitera avec le gouvernement les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie à venir travailler à Paris à partir de la mi-juin afin de clarifier les sujets économiques, politiques et institutionnels en vue de parvenir à un accord partagé sur l'avenir de l'archipel. Alors, Gilles Brial, comment est-ce que vous interprétez ce message? Est-ce que, d'après vous, c'est un désaveu du ministre des Outre-mer ou alors est-ce que ce sont des initiatives complémentaires de l'un et de l'autre? Alors déjà, ça peut être qu'une interprétation personnelle, puisque il y a un silence quand même d'Emmanuel Macron sur le dossier calédonien et du Premier ministre. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand il y a la signature des accords de Matignon au Dino, c'est Michel Rocard qui est en avant. Quand il y a la signature de l'accord de Nouméa, c'est Lionel Jospin. Là, on voit que le dossier monte d'un cran au niveau de l'Élysée et que c'est le président qui nous invite avec son gouvernement dans Manuel Valls, mais pas que, hein, il ne constitue pas seul le gouvernement, à travailler sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a forcément une reprise en main et c'est, à mon sens, une forme de désaveu, pas forcément peut-être de la méthode de Manuel Valls, mais en tout cas de son projet qu'il a présenté pour la Nouvelle-Calédonie. On y reviendra, mais en attendant, est-ce que vous en savez plus? Parce qu'on a ces 4-5 lignes de l'Élysée. Qui est invité? Qui sera autour de la table? Quel va être l'ordre du jour? Est-ce que l'objectif avec le président de la République, c'est aussi de chercher un accord? Alors, moi, je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron, je ne parle pas en son nom. Ce que je peux vous dire, c'est que les infos qu'on a, c'est qu'il y a une séquence politique qui se programme avec l'objectif d'aboutir à un accord. Ça veut dire qu'il faudra changer les méthodes. Et qu'il y a également la partie société civile sur la relance économique, parce que nous, on est vraiment dans une logique, il faut adosser à un accord institutionnel, à un accord de relance et de sauvetage de l'économie calédonienne. C'est-à-dire qu'il y aurait également des chefs d'entreprise, enfin le monde économique serait également représenté à Paris pour cette séquence. Ah ben, je le souhaite, oui. On le souhaite que dans sa diversité, l'économie de la Nouvelle-Calédonie soit présente. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises calédoniennes vont mal et qu'il y a tout un tas de facteurs liés à ça. Il y a les conséquences énormes du 13 mai, mais il y a un manque d'implication de l'État sur la filière nickel, notamment sur la partie énergétique, qui devrait taper du poing sur la table et nous imposer certains choix. Et puis pour que la relance se fasse, pour qu'il y ait des perspectives, les acteurs économiques ont besoin d'exprimer quels sont leurs besoins et quel doit être l'accompagnement de l'État pour réussir cette relance. Alors il y a déjà beaucoup d'élus, beaucoup de responsables politiques qui sont à Paris. Vous n'y êtes pas, vous encore, vous allez partir? Eh ben, j'irai à Paris quand on sera convoqué pour les négociations. Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'y être. On a dans les loyalistes et le rassemblement Nicolas qui est sur Paris, Sonia et Virginie qui font le boulot, donc ils sont assez nombreux. Mais la date, alors on dit mi-juin, maintenant on dit plutôt début juillet, vous On est avez une plus idée? sur les dernières infos que j'ai, mais vous savez, elles changent presque tous les jours. C'est début juillet. Alors pour revenir à l'actualité récente, dans une interview hier soir pour nous sur BFM TV, Manuel Valls a fait un certain nombre de déclarations, il défend son projet, on y reviendra, mais surtout il attaque notamment très directement la province sud dont vous êtes le deuxième vice-président. Il parle de la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie et il évoque des décisions prises par la province sud qui ont aggravé la situation des Kanaks notamment. Ça vous étonne que le ministre s'en prenne ainsi directement à la collectivité? Non, ça ne m'étonne pas parce que ce n'est pas la collectivité qui l'attaque, c'est ceux qui la gèrent. Alors ils utilisent la collectivité comme alibi. En fait, on a un problème pour Emmanuel Valls parce que ceux qui gèrent la province sud aujourd'hui sont ceux qui se battent contre son projet. On est les derniers remparts finalement contre l'indépendance. Et parce que c'est bien ça, son projet. Donc je ne suis pas étonné. Je trouve quand même assez bizarre qu'un ministre de l'Outre-mer soit aussi présent sur les médias nationaux. Et en fait, il se prépare pour 2027.
Il est vraiment dans une logique de préparation au présidentiel, alors soit pour être candidat, soit pour exister dans ce qui est dans le gouvernement d'après 2027. Mais moi, je souhaiterais que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas utilisée comme marchepied à l'élection présidentielle, parce que là, c'est nous, les non-indépendantistes, qui l'utilisent, c'est sur nous qui marche pour avancer, et ça, évidemment, on ne se laissera pas faire. Il le sait, donc il nous attaque de Paris, c'est beaucoup plus facile, mais je suis surtout découragé de voir un ministre d'État, parce qu'il est ministre d'État, parler comme ça d'une collectivité dont il ne connaît rien. Moi, j'ai jamais vu Manuel Valls aller visiter un internat de la réussite, aller voir nos dispositifs d'insertion, qu'ils soient dans le Grand Nouméa ou dans les tribus, nos dispositifs d'accompagnement des médecins, nos dispositifs sociaux qui sont mis en place en province sud. Il ne connaît rien de tout ça, donc il juge de loin sans connaître, c'est dommage. Ouais, parce que c'est quand même grave comme accusation, hein, des décisions prises qui aggravent la situation des Kanaks notamment. C'est une mise en cause d'un certain nombre de décisions provinciales qui ont peut-être été mal Oui. comprises, ou c'est les 10 ans de résidence qui sont demandés pour certaines aides. Alors, elles sont mal comprises, certainement. Ça, je peux le comprendre. Mais c'est surtout, c'est par exemple la baisse des dispositifs de bourse. Mais pourquoi on en est là? On en est là parce qu'il y a eu l'insurrection qui a tout détruit en Nouvelle-Calédonie de 2024. L'État n'a pas été assez présent au niveau des forces de l'ordre. Je parle de l'État parisien, je ne parle pas de l'État en Nouvelle-Calédonie, de la présence de Louis Lefranc et de ses services. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu tout détruire en quelques nuits. Et puis l'État est difficilement présent pour la relance, c'est-à-dire qu'on nous fait des emprunts aujourd'hui. Pourquoi les collectivités sont dans des situations économiques? Parce qu'on a une baisse de fiscalité. Pourquoi les entreprises sont dans des situations difficiles aujourd'hui? Parce qu'elles ont du mal à se faire rembourser par les assurances, et elles ont du mal à reconstruire parce qu'elles ne peuvent pas s'assurer. Donc moi je préférais que Manuel Valls fasse un peu moins de médias. Il peut vivre avec, hein, moi j'en fais pas beaucoup, je vis très bien tous les jours. Qu'il fasse un peu moins de médias, mais qu'il prenne ces dossiers en charge, qu'il arrête de nous parler d'emprunt. On n'a pas la possibilité de rembourser les 120 milliards qui seront prêtés à la Nouvelle-Calédonie, et en plus il ne nous les décaisse pas. C'est-à-dire qu'il nous met tout un tas de conditions, et au niveau des assurances, les entreprises calédoniennes ne peuvent pas reconstruire aujourd'hui parce que l'entrepreneur prend le risque sur ses biens personnels s'il construit demain. Si demain l'entreprise qui a déjà brûlé en 2024 est rebrûlée, c'est bien lui qui le doit donner. Donc s'il veut agir pour la Nouvelle-Calédonie, qu'il agisse à ce niveau-là, et c'est parce qu'on a ça que nos collectivités sont en difficulté aujourd'hui. Alors il attaque là, enfin il s'en prend aux décisions de la province sud, il s'en prend également, il se dit inquiet par le positionnement de ce qu'il appelle la droite de l'échiquier politique, et il fait un parallèle avec les déclarations de Charles Pasqua ou de Bernard Ponce. Il dit lui-même c'est de l'histoire ou de la préhistoire. C'est quand même curieux de sortir des déclarations qui remontent maintenant à 40 ans, quoi, pratiquement. Écoutez, quand on était dans le conclave de Deva, pour pas trahir de secret, parce que ça a déjà été dit, quand on lui avait dit que son projet était le projet de Pisani, il a dit qu'il était fier d'être comparé à Pisani. Écoutez, moi, ça me dérange pas qu'on me compare à Charles Pasqua et à M. Ponce, parce que c'était des ministres, c'était des hommes politiques qui étaient pour une France forte, avec des compétences régaliennes qui s'exercent réellement, avec un État qui est puissant. C'était des gaullistes, c'est-à-dire bien à droite, mais avec une politique sociale complètement assumée. Donc ça représente ce qu'on est au niveau politique. Donc s'il ressort des phrases de 40 ans, c'est qu'il n'a pas changé de logiciel, c'est dommage. Alors justement, lors du conclave de Deva, vous y faites allusion, Manuel Valls a présenté son projet de souveraineté en union avec la France, souveraineté avec la France. Qu'est-ce que ça contient exactement? Qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce qu'il vous a mis sur la table, et comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que vous avez été surpris de voir un tel projet à la troisième visite du ministre des Outre-mer, quand même? Alors la surprise, je vous le confirme, on a été surpris de manière même désagréable, puisqu'on a travaillé pendant des semaines sur des notes, des visioconférences qu'on faisait quasiment tous les soirs sur des sujets très techniques, et jamais, jamais, jamais il a été question de ce projet. Ce projet, c'est l'État associé, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez, c'est l'État associé. Et l'État associé, c'est quoi? On est d'abord indépendant, on est pleinement souverain, donc l'indépendance pure de la Nouvelle-Calédonie, et parce qu'on ne sait pas gérer un certain nombre de compétences, on demande à la France, en l'occurrence, de les exercer pour nous. Donc on va déléguer une partie de nos compétences, mais on ne délègue que ce qu'on possède, c'est-à-dire qu'on a bien transféré toutes les compétences et on est bien devenu un pays indépendant. Il crée une double nationalité.
Donc c'est le deuxième point qui caractérise un État associé. Et le troisième, c'est l'ensemble des attributs de la souveraineté, le siège à l'ONU, la participation à toutes les instances de pays complètement autonomes. Je regrette qu'il ne l'assume pas. C'est-à-dire qu'il nous le présente, mais qu'il ne soit pas capable d'assumer ça auprès des Calédoniens et qu'il leur dise « je vous présente l'État associé comme solution ». Je lui ai dit, pour ne pas trahir un secret, mais je vais le faire quand même, je lui ai dit, moi, pendant le conclave, que les Calédoniens méritent que leur bourreau leur regarde dans les yeux. Il l'a très mal pris, mais c'est ça la réalité. Je veux dire, quand on propose un État associé, on l'assume. Donc c'est ça. Rien de plus ni moins, c'est pour ça qu'on lui a dit qu'il est revenu 40 ans en arrière sur le projet d'Edgar Pisani. C'est lui qui est resté finalement sur un logiciel qui a plus de 40 ans. Ce qui me dérange profondément, au-delà de la méthode qui ne correspond pas du tout à ce qui était prévu, c'est que finalement, il met au moins au même niveau les 3 référendums, les 3 non à l'indépendance et le 13 mai. Et il met même un petit cran au-dessus sur le 13 mai, parce que finalement, au lieu d'essayer de mettre en œuvre les conséquences du non, il nous met en œuvre les conséquences du oui. Les Calédoniens ont dit non à l'indépendance. L'indépendance association, c'est d'abord l'indépendance et après l'association. Donc c'est vraiment la mise en œuvre du oui. Et ça me dérange profondément, parce qu'il enferme les indépendantistes dans une position de négociation qui devient complètement compliquée, parce qu'ils ont plus que ce qu'ils pouvaient espérer. Oui, mais alors justement, les loyalistes sur le Rassemblement, vous êtes opposés à ce projet, mais il est soutenu par la majorité des groupes politiques qui participent à ces discussions, hein. Les deux groupes indépendantistes et puis l'éveil océanique et les Unis ensemble. Vous nous confirmez que tous ces groupes-là soutiennent finalement le projet proposé par Manuel Valls? Oui, mais ça ne change pas notre problème. C'est-à-dire que nous, on représente ceux qui ont voté non à l'indépendance. Et ils l'ont fait en toute connaissance de cause. Donc, l'État, parce que Manuel Valls nous a présenté ça comme un projet de l'État, on commence à en douter aujourd'hui avec la reprise en main du président de la République. Le rôle de l'État, c'est pas de nous présenter un projet qui correspond à un oui, puisque c'est pas un oui qui est sorti. Il y a eu 3 référendums. Le 3e, il peut être contesté, mais il a été organisé et il a été reconnu. Mais en tout cas, les 2 premiers ont dit non à l'indépendance. Donc pourquoi vouloir nous amener sur le oui? Mais la question qu'on se pose quand même aujourd'hui, c'est, alors, il y a l'incertitude effectivement de la réunion organisée par Emmanuel Macron, mais quel est l'avenir du projet de Manuel Valls? Parce que les indépendantistes, vous le disiez, aujourd'hui pour eux, c'est le socle en deçà duquel ils ne veulent pas aller. Donc est-ce que ce projet va continuer à prospérer? Est-ce que c'est la base des négociations aujourd'hui? Ben, certainement pas. Nous, on considère qu'il a été enterré à débat. L'objectif, parce que Manuel Valls dit qu'ils ont le même projet qu'Emmanuel Macron, ils veulent un accord. Mais je pense que, ce que je crois comprendre en tout cas, c'est que la seule chose qu'ils partagent, c'est qu'il faut un accord pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'on partage également. Tout le monde partage ça en Nouvelle-Calédonie. Après, c'est quel accord? Nous, on considère qu'il est mort à débat. C'est à débat. On représente ceux qui ont dit non à l'indépendance et ceux qui ont dit non à l'indépendance ne veulent pas d'un État associé. Donc, on peut pas, ça ne peut pas être le projet de départ du futur accord institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Alors quel accord est-il possible? On n'a pas encore la réponse, mais le ministre des Outre-mer lui a dit qu'à Déva, il y avait 2 projets sur la table. Il y avait le sien, et puis il y a celui des partisans de la France, un projet de fédéralisme avec la France qui est, dit-il, une partition de fait. Alors beaucoup de gens ont parlé de votre projet, hein, peut-être, un certain nombre de gens l'ont peut-être caricaturé, mais ceux qui en parlent le moins, c'est vous finalement. Alors c'est quoi votre projet? Qu'est-ce que les partisans de la France ont défendu à Déva et qu'est-ce que vous mettez sur la table? Oui, alors on en a parlé puisqu'on a réuni nos conseils politiques il y a quelques semaines et donc on a exprimé quelles étaient les possibilités. Après, contrairement à lui, on considère que pour avancer, il faut un minimum de discrétion. Pas qu'on fait quelque chose dans le dos des Calédoniens, mais si on veut laisser une chance aux discussions, il faut les laisser avancer avant de communiquer dessus. La partition, vous savez, les indépendantistes les plus extrêmes, ils ont peur de 2 choses, des milices et des partitions. Les milices n'existent pas et la partition est un épouvantail, est un chiffon rouge qui peut être agité contre l'indépendance et donc contre l'État associé. Donc ça c'est fait, l'État associé et la partition, ce sont des choses qui ne seront pas aboutis, en tout cas qui n'aboutiront pas comme projet pour la Nouvelle-Calédonie. Ce sont 2 projets qui s'annulent mutuellement. Ces 2 projets, voilà. Si on fait des maths, c'est 2 projets qui s'annulent mutuellement. Nous, on porte un projet de fédéralisme. Le fédéralisme, pour nous, c'est clair, hein, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire fédéré de la République française. Elle est inscrite donc définitivement
dans la Constitution française. Aujourd'hui, on est dans les dispositions transitoires. On conserve notre unité territoriale. L'État conserve aujourd'hui l'ensemble des compétences qu'il exerce en Nouvelle-Calédonie. Et nous, on souhaite qu'on lui en délègue un certain nombre parce qu'on a transférer des compétences à la Nouvelle-Calédonie qu'on n'arrive pas à gérer. Le droit commercial, le droit civil, ils ont été transférés, ils sont vitrifiés. C'est-à-dire que depuis qu'on les a transférés, ils n'ont pas été modifiés alors que tous les droits des assurances métropolitains et civils ont avancé. Donc on est en train d'avoir un espèce de décalage. Il faut redéléguer toutes ces compétences à l'État. On parle de la sécurité civile aussi. Et la sécurité civile, on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Donc, on dit juste qu'il faut revoir les compétences entre les institutions calédoniennes, entre le gouvernement et les provinces, qui finalement, la Nouvelle-Calédonie est une sorte de territoire fédéral composé de 3 provinces, et on renforce les compétences des provinces. On donne la fiscalité aux provinces, et les provinces viennent encore plus les outils de développement. Et ça, c'est pas la partition. La partition, c'est quand vous habitez à un endroit, et, il y a la frontière, il y en a un qui, par exemple, est français, et l'autre qui est indépendant. Mais celui, comme vous êtes de l'autre côté de la frontière, vous êtes indépendant, vous n'êtes plus français. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'a jamais proposé un dossier comme ça. Alors, ça arrange, bien sûr, de caricaturer notre projet pour pouvoir considérer que l'État associé est le seul sauvetage. Donc voilà, nous, c'est ça. Le droit à l'autodétermination, on considère que les 3 noms ont suffi. Et qu'il n'y a pas besoin d'enclencher, de prévoir automatiquement un nouveau droit à l'autodétermination. Il n'y a pas un droit à l'autodétermination inaliénable inscrit dans la Constitution comme on l'entend. Il existe au sens de l'ONU. Et nous, le seul point qu'on a de commun avec Manuel Valls, c'est qu'on considère qu'il faut achever la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'achèvement de la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, l'ONU est très claire, dit que pour être décolonisé, un pays peut être soit indépendant, les Calédoniens ont dit non, soit est un État associé, les Calédoniens ayant également dit non, soit rester pleinement au sein de la République, soit un nouveau statut. Ben, nous, on doit créer ce nouveau statut au sein de la République, avec une large autonomie, et c'est le sens du fédéralisme, avec un corps électoral qui soit réouvert, qui soit restreint. Il faut une certaine durée de présidence en Nouvelle-Calédonie. On comprend les demandes indépendantistes, mais qui ne peut pas être gelé. Et puis une grosse partie de notre projet était sur le développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, avec un engagement de l'État fort au niveau de la relance du secteur nickel, qui passe évidemment par la mise en place d'un système énergétique plus performant en Nouvelle-Calédonie, une politique de grands travaux qui permet d'investir beaucoup en Nouvelle-Calédonie, et puis un accompagnement sur nous, quelque chose qui nous semble essentiel, une sorte de dispositif expérimental de lutte contre la consommation d'alcool et de drogue en Nouvelle-Calédonie, qui est un véritable fléau. Et enfin, le dernier point sur lequel on a demandé de travailler de manière importante, c'est comment on transforme une politique de construction de logements sociaux qui se sont aujourd'hui vidés, qui ne correspondent pas à un besoin réel des Calédoniens, à un dispositif beaucoup plus accueillant et beaucoup plus adapté à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ça le projet qu'on a apporté à DEVA. Il ne correspond pas évidemment à l'État associé et il ne correspond pas à la volonté d'Emmanuel Valls. Mais il est toujours sur la table et il pourrait être évoqué éventuellement dans les discussions que vous allez avoir avec le président de la République. Mais oui, bien sûr. Et les indépendantistes peuvent trouver un certain nombre de points qui pourraient les satisfaire ou c'est vraiment, encore une fois, chacun dans son coin? Vous savez, ce qui nous a plombé ces dernières années, c'est plusieurs choses. La première, c'est que les non-indépendantistes ont trop fait confiance à l'État pour nous sortir de l'après-accord de Nouméa. La solution, elle vient de nous et uniquement de nous. L'État doit être un accompagnateur, un partenaire sur lequel on s'appuie, qui facilite les choses, mais les Calédoniens doivent gérer leurs problèmes entre eux. La deuxième chose, c'est de ne pas proposer assez de projets. C'est-à-dire que nous, on a mis sur la table depuis des années des projets les uns après les autres. Peut-être pas assez expliqués à la population, ça, je veux bien l'entendre, mais les indépendantistes ne nous disent pas ce qu'ils veulent. Ils ne disent pas ce qu'ils veulent dans leur projet de société. Parce que les Calédoniens ne veulent pas d'indépendance. Mais il y a des choses qu'on peut prendre dans leur projet. Parce que oui, on a dit 3 fois non à l'indépendance, mais ça ne règle pas tout. Il y a une majorité de Calédoniens qui veut rester au sein de la République, et il y a une minorité, mais une grosse minorité, qui veut rester, qui veut accéder à l'indépendance. Donc nous, le projet de société qu'on porte, on n'est pas 100% favorable à tout ce qu'on porte. On dit on essaye de porter un projet de société qui permet
de réconcilier ces deux légitimités, ces deux visions de la Nouvelle-Calédonie et de faire vivre ensemble des personnes qui aujourd'hui, et ça a été accentué en 2024, s'opposent. Donc il faut prendre un peu de l'aspiration de l'autre. Et là-dessus, sur cette logique-là, Valls avait raison de travailler comme ça et on était favorable à ça. Il avait raison jusqu'au moment où il nous pose un projet qui ne correspond que aux aspirations des indépendantistes et plus aux aspirations des non-indépendantistes. Alors, le ministre parlait de deux projets. L'éveil océanien lui dit qu'il y avait un troisième projet, je ne sais pas s'il a été effectivement discuté à Deva, qui est celui d'un avenant à l'accord de Nouméa avec un référendum de projet entre l'État associé et l'État fédéré. C'est un projet qui existe, dont vous avez parlé, ou c'est l'éveil océanien qui est le seul à défendre cette vision des choses? Non, c'est une possibilité. Alors, c'est l'éveil océanien, son président, Milakulu Tokumuli, portait, lui, une solution à l'origine, c'est la solution de son parti, de dire on décide maintenant que dans 30 ans, c'est l'État associé. Et on se donne 30 ans pour créer, mettre en œuvre l'État associé. Ça, c'est son projet d'origine. Le constat d'Eva, et là, malheureusement, c'est Valls qui nous a entraînés là-dedans, et c'est à ce niveau-là qu'on espère le président de la République pourra modifier les choses, c'est que l'accord définitif en a pris un coup. Il est venu avec son État associé comme accord définitif, donc nous, on l'a écarté, mais il a donné tellement aux indépendantistes qu'on va avoir du mal aujourd'hui à trouver quelque chose de définitif. Donc ce que dit Mila Tukumuli, c'est que ce qu'il appelle l'avenant à l'accord de Nouméa, c'est de repartir dans une séquence comme l'accord de Nouméa, de X années qui permettent le redéveloppement de la Nouvelle-Calédonie, et à la fin, on se repose une question. Mais la question, ça ne doit pas être oui ou non à l'indépendance. Il faut arrêter de cliver. Il faut que ce soit un projet partagé, c'est-à-dire que les indépendantistes et les loyalistes portent le même projet. Ce qu'on n'a pas pu faire dans l'accord de Nouméa, mais parce que ce n'était pas prévu dans l'accord de Nouméa, et ce qu'on doit être capable de faire. Moi, je crois qu'on peut trouver un accord. On peut trouver un accord dans les semaines qui viennent. Si Manuel Valls ne pose pas un truc sur la table qui soit un repoussoir, et si on cherche plus nos convergences, et il y en a, heureusement qu'il y en a entre loyalistes et indépendantistes, mais l'objectif, c'est de ne pas tomber dans une trajectoire qui soit l'indépendance au bout, mais c'est que les Calédoniens, donc les générations futures, puissent choisir leur projet, mais de manière commune, pas une partie de la population contre l'autre. Alors, ça rejoint aussi un peu la nouvelle méthode proposée par Marine Le Pen, hein. Elle était là la semaine dernière. Elle propose une pause institutionnelle, un développement économique et un référendum dans 40 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Elle n'a pas eu beaucoup de succès avec ça ici. Je pense qu'elle s'y est mal prise. On partage le fait qu'il faille un développement économique. Où je suis en désaccord avec elle, elle dit on fait d'abord le développement économique et on gère l'institutionnel après. C'est pas comme ça que ça marche. Pas parce que c'est pas un dogme politique dont je parle. Je dis c'est pas comme ça que ça marche parce que pour développer, il faut que ceux qui ont tout perdu et qui vont être remboursés par les assurances aient envie de réinvestir en Nouvelle-Calédonie. Quand ils vont réinvestir, pour reconstruire une usine, pour reconstruire un commerce, il y a des Calédoniens qui vont travailler à la reconstruction. Donc ça va créer de l'emploi. Et après, quand ils vont réouvrir leur commerce ou réouvrir leur usine, des gens vont travailler, des Calédoniens vont travailler dedans, donc ça va recréer de l'emploi. C'est ça notre seule porte de sortie pour redonner du niveau de vie aux Calédoniens. Mais pour que ces chefs d'entreprise investissent, il leur faut des perspectives. Et donc, il leur faut régler des problèmes techniques, comme les assurances qui ne veulent plus les assurer pour les années qui viennent, mais il faut régler le problème institutionnel, c'est-à-dire que vous allez investir sur des durées plus longues qu'avant, parce que votre entreprise vaut moins, et vous avez besoin de savoir que pendant toute cette période, et y compris après, les conditions institutionnelles soient les mêmes et que les conditions fiscales soient les mêmes. Pour faire simple, moi, c'est toujours l'exemple que j'utilise. Vous savez, quelqu'un qui avait une entreprise qui valait 100 et qui était assuré pour 100 avant le 13 mai 2024, l'assurance va venir le voir, elle va dire « Je te rembourse 70 si tu reconstruis et je te rembourse 50 si tu ne reconstruis pas. » Donc lui, il sait que son entreprise qui valait 100, pour la reconstruire, il va devoir mettre 120, 150 sur la table. Donc il va devoir emprunter. Mais elle ne vaut plus. Elle ne vaut plus ces 100 parce que le marché s'est contracté en Nouvelle-Calédonie, les entreprises gagnent beaucoup moins d'argent. Donc il va devoir emprunter beaucoup plus longtemps. Donc cette personne, il a deux choix aujourd'hui. Soit il prend ses 50, il les met à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il n'a plus confiance et il garde une plateforme, un terrain
à Ducos ou ailleurs où ça a brûlé, et puis il voit comment les années viennent. Soit il prend ses 70, il emprunte, il engage sur ses biens personnels la future réussite de son entreprise, mais pour ça, il faut des perspectives. Pour ça, il faut qu'il sache qu'au bout de 15-20 ans, quand il aura remboursé son emprunt, les conditions fiscales n'aient pas changé, qu'il ne soit pas matraqué pendant cette période-là, et il faut qu'à la fin, il sache qu'il reste toujours dans un territoire stable, sinon il n'empruntera pas. Et c'est ça la clé de la relance économique aujourd'hui. Le référendum dans 40 ans, c'est une chose qui manifestement aussi a agacé un certain nombre de Calédoniens qui n'étaient pas forcément hostiles à Marine Le Pen quand elle est venue. Et le fait qu'elle n'ait pas pris en compte complètement ce qui s'est passé le 13 mai. Alors, je trouve qu'elle met à la même hauteur le niveau de responsabilité de la situation actuelle de ceux qui ont organisé le 13 mai et ceux qui ont essayé de sauver la Nouvelle-Calédonie pendant ce moment-là. Je trouve que ça, c'est une erreur politique. Après, elle fait un constat qui l'amène à dire qu'au bout de 40 ans, on peut faire un référendum oui ou non à l'indépendance, parce que dans sa vision des choses, elle dit que les indépendantistes ne veulent pas de l'indépendance. Ce qu'ils veulent, c'est des emplois. Ce qu'ils veulent, c'est de la richesse. C'est pas ça la réalité. J'aurais voulu que ce soit ça, et c'était le pari qu'ont fait nos anciens à l'accord de Nouméa, c'est de faire changer l'autre. Et l'accord de Nouméa a amené beaucoup de choses en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a progressé entre 1998 et 2024, et ça n'a pas changé qu'il y a une partie importante chez les indépendantistes qui veulent une vraie indépendance. Donc c'est ce constat qui est faux, qui me dérange, plus sa méthode dont elle est venue, un peu en donneur de leçons. Elle, de Paris, elle a compris ce qu'il fallait pour la Nouvelle-Calédonie, alors qu'il faut s'imprégner de ce qu'ont vécu les Calédoniens et des difficultés qu'ils ont pour relancer la Nouvelle-Calédonie. Moi, en 2017, j'ai appelé à voter pour Marine Le Pen, et j'ai voté pour elle comme un grand nombre de Calédoniens. Et je pense qu'il y a une vraie déception à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'était la vision du Rassemblement national peut sauver la France et peut sauver la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas s'ils pourront sauver la France, mais aujourd'hui, ils ne pourront pas sauver la Nouvelle-Calédonie. Alors à l'inverse, il y avait également François-Xavier Bellamy, le numéro 2 de LR qui était sur le territoire. Lui, il défend le respect des 3 référendums, il se prononce pour le dégel du corps électoral, il condamne fermement les violences. Ça veut dire que ce sont les LR aujourd'hui qui sont les meilleurs amis des partisans de la France? Oui, mais il fait partie de ceux qui s'expriment depuis le 13 mai 2024 en faveur du respect de la démocratie. Même si ça ne suffit pas à respecter la démocratie. Mais en tout cas, il porte la voix de ceux qui ont dit non à l'indépendance, il porte la voix de ceux qui veulent vivre dans le vivre ensemble, mais en paix, de ceux qui ont été rackettés, ceux qui ont été pillés, ceux qui ont été finalement les victimes du 13 mai. Et c'est bien qu'on ait des personnes des personnalités qui portent ce message. Donc c'est des personnalités DLR, il y a des personnalités au sein évidemment de la majorité présidentielle qui le font, et puis il y a d'autres comme Marion Maréchal, Sarah Knafno qui le font également, et c'est important. Ce qui compte, c'est encore une fois que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas un enjeu national, parce qu'à chaque fois qu'on devient un enjeu national, c'est les Calédoniens qui sont perdants au bout. Donc sa vision, moi je partage sa vision pour la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on dit simplement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans le projet de société qu'on porte, les 3 noms, dire 3 fois on a gagné, maintenant c'est la France, on dégèle le corps électoral complètement et on n'en parle plus. Malheureusement, c'est pas possible comme ça en Nouvelle-Calédonie. Donc le choix des Calédoniens des 3 noms doit être respecté. Le futur statut doit être au sein de la République, mais on doit prendre en compte une partie des aspirations identitaires, culturelles portées par les indépendantistes. Et alors on dégèle ou non le corps électoral? C'est évidemment le sujet explosif, le sujet qui fâche, mais il y a des élections prévues avant la fin de l'année. Alors est-ce qu'elles vont pouvoir avoir lieu avant la fin novembre, et avec quel corps électoral? On n'a toujours pas répondu à ces questions. Pour qu'elles aient lieu avant fin novembre, finalement, nous, les loyalistes et le Rassemblement, on est pour trouver un accord. Et on dit qu'il faut, alors on voulait que ce soit fin juin, que ce soit mi-juillet, qu'il y ait un accord entre loyalistes et indépendantistes sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et juste une petite parenthèse, pour ça, il faut qu'à un moment l'État dise ce qu'il veut. C'est-à-dire comment il voit l'inscription de la Nouvelle-Calédonie de manière pérenne et la France de manière pérenne dans le Pacifique, au niveau militaire, au niveau de l'axe Indo-Pacifique, au niveau du rayonnement de la France dans la région, donc qui parle clairement de ça, qui ne le fait pas. Et ça doit venir agréger notre capacité à trouver un accord. Donc soit il y a cet accord, et je le souhaite, soit il n'y a pas d'accord, et donc dans ce cas-là, mi-juillet, loyalistes, État et indépendantistes, on doit avoir un accord sur comment on organise les élections
avant le 30 novembre, sur la date qu'on choisit, sur le corps électoral de personnes qui seront, et j'y reviendrai, qui pourront voter, et sur les modalités d'organisation, c'est-à-dire comment on sécurise les élections. On ne peut pas aller à des élections comme se sont passées les élections législatives, comme s'est passé le deuxième référendum, avec de la pression dans les bureaux de vote qui fausse finalement le résultat, même si après les bureaux de vote sont annulés, hein, c'est ce qui s'est passé pour les législatives. On ne peut pas aller dans un climat de tension aux élections. Sur le corps électoral, ce qui sera compliqué aujourd'hui, c'est d'avoir un dégel. Alors moi, j'aime pas le terme dégel, c'est plutôt une ouverture du corps électoral, un corps électoral glissant. Donc à 10 ans de présence. Ça, on sent malheureusement, et c'est pas faute de le demander, on va continuer à le pousser, que ça va être compliqué à gérer d'ici la fin de l'année, parce que ça nous demande une modification de la Constitution, et qu'on sent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour modifier la Constitution. Je rappelle que Emmanuel Macron, quand il vient en Nouvelle-Calédonie, il dit « Je n'ai plus la majorité pour modifier la Constitution et passer d'un corps électoral gelé à un corps électoral glissant ». C'est le Rassemblement national qui dit « Je ne vote pas ». À partir du moment où le Rassemblement national ne vote pas, il n'a pas les 3/5, ce qui réunit les députés et les sénateurs. Donc c'est là qu'il gèle finalement la loi de dégel du corps électoral. Il la suspend. Il la suspend, voilà. C'est mieux. Donc ça veut dire qu'on peut quand même organiser ces élections avec une ouverture partielle du corps électoral, en travaillant sur les natifs, en travaillant sur les conjoints, et qui peuvent être faits par une modification de la loi organique. Donc là, c'est beaucoup plus facile à obtenir des majorités là-dessus. Et ça passe par un accord avec les indépendantistes. C'est pour ça que les semaines qui viennent sont importantes. Il faut que rapidement, on soit en mesure de dire oui, on est capable de trouver un accord et qui rassurerait l'ensemble des Calédoniens et qui ferait du bien, ou non. Mais on va aux élections dans ce cas-là avant le 30 novembre, mais on le va dans de bonnes conditions parce qu'entre les trois partenaires, on trouve un accord sur l'organisation de ces élections. Encore beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes manifestement, et une incertitude pour la tenue de cette réunion. Donc vous attendez la date pour prendre votre billet d'avion, si on a bien compris. Oui, parce que mon objectif, c'est de rester le moins longtemps possible. Donc j'attends d'avoir les dates. Et puis vous savez, on a 2-3 réunions à caler ici entre nous avec nos cadres sur la préparation de ces échéances. On a encore une fois Sonia Baquès, Virginie Ruffenac, Nicolas Mesdorf qui font un gros travail, et Gabriel Froger qui est avec eux à Paris aujourd'hui, qui font le tour de l'ensemble des groupes politiques et qui font cette préparation-là. Et il faut qu'au niveau local, on se mette, je dirais, en ordre de marche pour essayer de finaliser cet accord. Il y a des possibilités, les Calédoniens méritent qu'on leur trouve une solution. Et à partir du moment où on a la date, la méthode, la durée, là on prendra tous nos billets d'avion et on ira à Paris. Et je veux dire aux Calédoniens, parce que souvent ils critiquent ça, ils disent « ouais, vous allez vous promener », je vous promets que c'est pas une longue promenade. Vous passez des heures enfermés avec des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être avec vous et avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être. Et vous êtes omnibulés par une chose, trouver une solution qui soit viable pour la Nouvelle-Calédonie et pour ceux qui y vivent, pour tous ceux qui y vivent. Donc vous n'avez pas beaucoup de moments de plaisir, vous avez des moments de prise de tête qui sont parfois violents. Et c'est ce qui s'est passé à Deva, où pendant 3 jours, on s'est battu contre Manuel Valls, contre son projet. Et je peux vous dire que c'est tendu, c'est épuisant. Il n'y a pas beaucoup de moments de bonheur à ce moment-là. On a gagné une bataille. C'est pas la guerre. La guerre, elle se jouera début juillet à Paris. C'est celle-là qu'il faut réussir à gagner pour l'ensemble des Calédoniens. Vous tiendrez au courant de la date dès que vous l'aurez. Bien sûr. Merci Gilles Brial d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans ce magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Il sera disponible dans un instant en audio et en vidéo sur le site internet d'RRB. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h.